Bon, on va attendre que le dernier arrivant s'asseye et on va commencer avec un tout petit peu de retard. Comme vous avez remarqué, on a une session marathon de communication orale. C'est vrai que d'ordinaire, on a les communications orales un petit peu tôt le matin, genre vers 8 heures. Bon, c'est assez moyen quelquefois, mais pour se lever, quoi. Mais on en a moins. Là, on va aller, on va, je pense, les enchaîner de façon à laisser un petit temps d'échange. Alors moi, je vais découvrir quasi l'intégralité des intervenants et des présentations, tout comme vous. Donc, je vais laisser les orateurs se présenter. Nicolas Guel, avec qui je viens d'échanger, qui va débuter cette session de communication orale donc assez dense et qui nous vient, si j'ai tout compris, du nord de la Franche-Comté, de Bavilliers, maintenant que je le prononce bien, et puis qui est IPA en santé mentale et psychiatrie. Voilà, mais bon, il pourra dire 2 mots quand même de lui. Merci. On va les tenir. Bonjour. Donc tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Donc Nicolas, je suis infirmier en pratique avancée sur l'intersecteur de psychiatrie du sujet âgé. Donc effectivement dans le Nord-Franche-Comté, pour ceux qui ne voient pas trop, territoire de Belfort, pas très très loin de la Suisse. Voilà. Donc je vais vous présenter le dispositif post-crise de psychiatrie du sujet âgé. C'est un travail que j'ai amorcé durant mon stage de formation IPA et c'est un travail conjoint avec une équipe pluriprofessionnelle qui a pu aboutir et démarrer l'an dernier au mois d'avril. Donc on avait fait le constat que effectivement il y avait un vieillissement des pathologies psychiatriques, que de plus en plus dans notre secteur il y avait une difficulté d'accès aux soins et une offre de soins qui était particulièrement tendue, avec peu de place tant sur le plan somatique que psychiatrique, autant sur les lits que sur les prises en charge ambulatoires. De plus en plus, les politiques tendent à nous amener vers des prises en charge ambulatoires également. On sait que le passage en médecine chirurgie obstétrique pour la personne âgée peut être un signe de perte d'autonomie. On sait également que la personne âgée est une population la plus à risque de décès par suicide. Et depuis quelques années, il y a les IPA qui sont arrivés sur le milieu du soin. Et plus proche de nous, il y a la loi RIST qui a été votée, ce qui a permis de développer certaines choses. Donc, issu de ce constat, on a décidé de créer un dispositif de prise en charge. Alors, crise, post-crise, il fallait trouver un nom. On a gardé post-crise, mais on pourra en rediscuter si vous le voulez après. Un dispositif de prise en charge ambulatoire qui est à destination de la personne âgée. Ce dispositif, il avait 3 grands objectifs. Il devait favoriser l'amélioration du parcours de soins, il devait favoriser la prévention de la récidive et favoriser la prévention en santé. Donc à savoir amélioration du parcours de soins, on entend le fait de faciliter le lien ville-hôpital, de renforcer le lien entre les différents professionnels de l'intra, de l'extra-hospitalier, du somatique et du psychiatrique. Et également d'orienter le patient, et plus que de l'orienter, c'est même l'accompagner face à ses besoins en santé. Quand je vous parle de prévention de la récidive, c'est parce qu'on souhaitait proposer une prise en charge extrêmement rapide suite à, par exemple, à un passage aux urgences avec une consultation extra-hospitalière dans les 72 heures après un passage aux urgences, voire à 1 semaine selon la situation. Donc voilà, une prise en charge dans des délais extrêmement courts et dans le but également de limiter les passages itératifs aux urgences avec tout ce qu'on peut avoir de négatif pour le patient quand il repasse par les services de soins généraux. Quand je parle de prévention en santé, on essaye par l'intermédiaire de notre dispositif de favoriser la prévention et l'éducation, de renforcer l'alliance thérapeutique et de mettre en œuvre une prise en charge la plus globale possible autour du patient.
Et on essaie de proposer autant que possible une alternative de prise en soin lorsque l'hospitalisation est évitable. Donc ce dispositif s'appuie sur des moyens humains, donc à savoir une secrétaire, un psychologue, un infirmier en pratique avancée, une assistante sociale et une cadre supérieure, et un médecin psychiatre référent du dispositif et puis de la dimension médicale. Donc la secrétaire est plus en lien avec la prise des rendez-vous du patient. Je vais vous expliquer comment ça se passe un petit peu plus tard. Le psychologue, il est dans son champ de consultation. Pour l'IPA, c'est notamment de la consultation et également de la coordination du dispositif et la coordination du parcours du soin du patient. Pour l'assistance sociale, on est dans de l'accompagnement autour de l'urgence sociale et éventuellement dans le fait de faire le lien entre le patient et les partenaires du territoire. Et la cadre supérieure qui a un temps dédié pour la gestion du personnel, gestion administrative et logistique. Donc, on a dû imposer quelques critères d'inclusion par rapport à ce qu'on était en capacité de proposer, à savoir qu'on accueille au sein du dispositif des patients de 65 ans et plus, sans troubles cognitifs majeurs diagnostiqués, orientés par un psychiatre ou un interne de l'association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté, donc où je suis salarié, consécutivement à une demande soit de l'équipe des urgences psychiatriques, soit de l'équipe de liaison, soit de l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé, soit de l'équipe de l'hôpital de jour de psychiatrie du sujet âgé. Pour les deux premières entités, on est vraiment dans la réévaluation en post-urgence lorsqu'on a des patients où on se dit ben là, je l'aurais bien hospitalisé, mais j'ai trop peu d'arguments pour le faire hospitaliser, et le patient n'est pour le moment pas disponible pour être hospitalisé. C'est une des alternatives justement qu'on peut proposer. Pour l'équipe mobile et l'équipe de l'hôpital de jour, on est plus sur de la gestion de la crise suicidaire. Typiquement, le patient qui, lors d'une visite au domicile ou lors d'une activité, présente des idées suicidaires et dans un processus de crise suicidaire, c'est le moment auquel on va solliciter le dispositif. Alors c'est pour ça que je vous parlais de crise, de post-crise. Donc comment s'articule la prise en charge? Il y a une demande qui est faite de consultation sur un formulaire, et sur ce formulaire, il y a deux grosses cases qui sont indiquées où le médecin qui oriente peut cocher soit crise suicidaire, soit autre situation. Sur ce formulaire, il y a également, on va retrouver tout ce qui est de l'ordre des antécédents, mais de manière succincte, et de l'histoire de la maladie ou ce qui a amené le patient à consulter soit aux urgences, soit aux urgences. Donc, il y a un rendez-vous qui est proposé dans les 24 à 72 heures, notamment lorsqu'on est dans des situations de crise ou dans les autres situations sur des durées plus longues. Il y a une consultation EPA qui est faite avec un projet de soins qui est proposé, qui va être notamment axé autour du fait de réajuster la prise en charge du patient, soit d'orienter le patient dans le parcours de soins, d'orienter le patient vers les différents professionnels du dispositif, ou de positionner également des rendez-vous à nouveau de consultation. Alors concernant la consultation et plus particulièrement la consultation IPA, il va y avoir une évaluation qui va être faite biomédico-psychosociale avec également une évaluation donc, de l'état clinique, de la prise en charge globale. Ça permet de faire le point sur la situation du patient et aussi de recenser des besoins qui n'auraient pas été identifiés en amont. À la suite de quoi, on va avoir un gros travail de coordination où on va avoir tout ce qui est de l'ordre de la prise de contact avec les médecins, médecins traitants, médecins psychiatres ou les autres médecins spécialistes qui peuvent être sur l'extérieur et qui sont en charge du patient. On va également avoir tout ce qui est le lien avec l'entourage, donc on en parlait tout à l'heure avec les consultations pour les aidants. Il va y avoir également tout ce qui est la planification des rendez-vous. Typiquement, si le patient il est orienté sur un hôpital de jour, il ne va pas repartir de la consultation sans son coupon. Le but est vraiment de ne pas laisser le patient en errance à partir du moment où on l'a pris en charge. Ensuite, on va pouvoir l'orienter vers les professionnels de secteur ou vers des consultations spécifiques, consultations mémoire par exemple. Et puis on va faire le lien avec les unités spécifiques à la personne âgée. Donc,
je vais vous faire un petit point de ce dispositif. Donc, il a fonctionné à l'heure actuelle, enfin, depuis le 20 avril. Donc, en chiffres, c'est 26 demandes, enfin 20 avril de 2023. Donc, c'est 26 demandes de prise en charge. 6 n'ont pas abouti suite à des erreurs éventuellement de parcours ou des patients qui n'ont pas souhaité réintégrer le dispositif. Sur ces 20 personnes que nous avons rencontrées, 3 personnes ont eu seulement recours à un psychiatre. 2 personnes ont été réorientées en hospitalisation psychiatrique. On a sollicité par 3 fois le psychologue et par 4 fois l'assistante sociale. Il y a eu une orientation sur l'hôpital de jour et une orientation sur l'équipe mobile. Alors, ce n'est pas un très très gros bilan chiffré puisqu'on parle de 8 mois. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que maintenant, on est quasiment à 6 mois pour les dernières personnes qu'on a vues en décembre. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun recours, aucun nouveau recours à des soins psychiatriques ou un passage aux urgences ou un passage en hospitalisation. Donc voilà, on arrive au bout des 10 minutes. Alors je tiens à vous remercier. Et puis on peut répondre aux questions. Bravo pour le timing, là, vraiment, chapeau. Bon, on posera les questions après, je pense. Ah. C'est dangereux, il ne faudra plus passer par l'escalier. On va passer à la deuxième présentation. Donc, on va changer complètement de sujet puisqu'on va parler de protoxyde d'azote, de Méopa, avec Thomas Desmith, que je connais, enfin, dont j'ai déjà entendu parler quand même, qui nous vient de Tours. Et j'avoue que j'ai hâte d'entendre parce que pour moi, c'est interrogeant. Merci beaucoup. Alors, je change les diapos. Je me présente en effet. Donc, je suis Thomas Desmith, je suis professeur de psychiatrie de la personne âgée à Tours, au CHU de Tours. Et je vais trouver la présentation qui est juste là. Et en effet, j'ai toujours un grand plaisir à dire un mot sur le protoxyde d'azote, puisque c'est un sujet que je commence à connaître un peu depuis pas si longtemps que ça, quelques années seulement, mais c'est vrai que maintenant on a quand même un certain retour sur l'utilisation du Méopa, que vous connaissez, le mélange équimolaire oxygène-protoxyde d'azote, qui est la forme médicale la plus utilisée du protoxyde d'azote. Et on a maintenant des données dont je vais vous parler tout de suite. Alors, pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, j'en ai quelques-uns, mais pas avec cette présentation, pas avec l'utilisation du Méopa, je vous le promets. Donc c'est un produit, le N2O, qu'on connaît depuis très longtemps, déjà le fin du 18e, c'est un produit qu'on connaît depuis très longtemps, et qu'on a utilisé finalement il y a seulement, il y a déjà, plusieurs décennies, siècles même, avec une première utilisation en dentisterie, pour son effet antalgique en fait. Pour son effet antalgique, et ça reste l'utilisation la plus utilisée évidemment du Méopa, qui a l'AMM dans cette indication-là depuis 2001 en fait. C'est pas si ancien que ça en fait. Maintenant, on sait qu'on peut l'utiliser depuis 2009, le Méopa aussi à domicile, par le biais de l'HAD par exemple, ou des cabinets dentaires également par exemple. Donc l'indication principale, c'est les effets antalgiques, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait aussi des propriétés antidépressives avec le protoxyde d'azote sous la forme Méopa, typiquement, donc 50% dosé à 50%. Avec cette première étude, qui était une étude de preuve de concept, vous voyez, publiée en 2015, qui en fait a inclus, comme souvent dans les preuves de concept, assez peu de sujets à ce moment-là, 20 patients, donc sujets jeunes, avec des dépressions souvent sévères et souvent résistantes, c'est-à-dire des patients qui avaient des résistances aussi aux ECT, par exemple. Et la méthode classique d'administration, c'est 1 heure. On expose le patient pendant 1 heure au Méopa, et on observe un effet, à 2 heures, pourquoi pas, à 24 heures, mais là, ce que je n'ai pas mis, à 1 semaine et à 2 semaines. Maintenant, on a des données plus évidentes sur un effet qui dure souvent 2 semaines pour une proportion de patients. Là, dans cette première étude, c'était 20%. On est maintenant on n'est pas loin de 40% de patients qui répondent à 1 heure de Méopa dans les données les plus récentes. Avec une tolérance qui est plutôt bonne, même si ça dure 1 heure. On a néanmoins un effet assez
évident en termes de nausées et de vomissements parfois. Ça, c'est l'effet secondaire le plus fréquent, le plus retrouvé. Et en revanche, les effets dissociatifs sont finalement assez peu présents. Les sensations de déconnexion, par exemple, sont finalement assez peu présentes, même si on est quand même à un quart des patients. Mais l'effet, dans tous les cas, est assez modéré et, dans tous les cas, ne persiste pas au-delà de quelques heures après l'arrêt de l'exposition. Et l'effet euphorisant, alors là, est quasiment absent de nos essais, surtout chez la personne plus âgée. L'effet euphorisant est, contrairement à ce que l'on dit, particulièrement peu retrouvé dans nos études, peut-être parce qu'on a des patients dépressifs, c'est pas impossible. Maintenant, on a un recul, je vous le disais, un peu plus important. Hein, et ça, c'est une dernière revue une revue de littérature et méta-analyse qui retrouve 4 essais randomisés, hein, avec un total de 133 patients. Donc là, on est toujours dans la dépression du sujet jeune à ce stade. Et on a, je vous le disais, un recul de 2 semaines avec un effet. Alors ça, vous savez, c'est une façon de faire les méta-analyses. Ça nous donne la différence moyenne standardisée. Et 0,76, c'est plutôt un bon score, en fait. Hein. Je vous verrai demain, pour ceux qui viendront, on va parler des neuroleptiques dans les troubles du comportement. On est plutôt à 0,2, quoi, dans l'agitation de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Là, 0,76, c'est quand même pas mal. Et pareil, pour le taux de rémission, on est quand même à 400% de rémission par rapport au placebo, ce qui est plutôt pas mal. Et en revanche, on retrouve les effets de nausée et de vomissement ici. Ça, c'est la littérature qui est en cours pour vous dire qu'il y a pas mal d'études en cours, en particulier une étude américaine assez importante dont on attend les résultats prochainement, on l'espère, encore dans la dépression du sujet jeune. Mais on a aussi des intérêts dans la dépression bipolaire. Et pour l'avoir essayé, et maintenant on est à peu près en soins courants, on n'est pas loin d'une centaine de patients, hein, enfin soins courants et essais cliniques, on est presque à une centaine de patients qui ont eu des séances de méopa. La dépression bipolaire peut être probablement un intérêt à confirmer dans les études, mais probablement un intérêt. Possiblement le stress post-traumatique et le TOC. Pour moi, c'est moins évident le TOC, mais le stress post-traumatique, ça peut avoir un intérêt. Alors, le mécanisme moléculaire, eh bien, en fait, est assez proche de la kétamine, en fait, hein, assez proche de la kétamine, c'est-à-dire que ça a des effets à bloquer les récepteurs NMDA, donc le système glutamate, hein, vous savez, comme la kétamine. Mais la différence avec la kétamine, c'est que finalement, le blocage est uniquement partiel, là où la kétamine a un blocage complet des récepteurs NMDA. Ce qui explique probablement pourquoi, finalement, les effets secondaires sont quand même un peu moins marqués avec le méopa, en termes notamment d'effets dissociatifs, qui sont quand même assez importants avec la kétamine. Alors ça a d'autres effets, hein. Ça a des effets d'excitation neuronale, de multiplication de la neurogénèse hippocampique, et puis ça a probablement des cibles sur le GABA et sur les récepteurs opioïdes aussi, donc bon, c'est des choses qu'on est en train d'investiguer chez la souris en particulier. Alors ça, c'est l'étude qu'on a réalisée et qu'on a publiée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était une étude de physiologie, de pathophysiologie, de physiopathologie, voilà, chez les sujets jeunes, là encore, où on a exposé donc les patientes, c'était que des demoiselles, à 1 heure de méopa. Et on a observé à peu près 45% de répondeurs, ce qui était en effet plus que la littérature, probablement parce que nos patientes étaient un peu moins sévères que dans les essais, les essais antérieurs. Et on a observé 2 choses. La première chose, c'est que en fait, on avait une méthode en ultrason qu'on développe assez bien au laboratoire, là, qui permet de mesurer globalement des paramètres relatifs à la perfusion cérébrale. Et alors là, de toute façon, là vous voyez pas forcément, mais c'était assez spectaculaire. Dès les premières minutes, avec le méopa, vous faites x2, x3 dans la perfusion cérébrale, quoi. C'est assez spectaculaire. Et probablement encore davantage chez les patients qui vont répondre, ce qui participerait peut-être à l'effet antidépresseur du méopa, cette augmentation de la perfusion cérébrale. Et surtout, ce qu'on a observé aussi, c'est en IRM fonctionnel, avant et après le méopa, probablement un effet à déconnecter, pour résumer, les neurones, enfin les circuits des ruminations en particulier, les circuits cérébraux impliqués dans les ruminations. De sorte que probablement l'effet antidépresseur du méopa est expliqué par cette déconnexion cérébrale qu'on observe avec ce produit, ce qui est aussi observé chez la clinique des patients. C'est-à-dire que les patients souvent nous disent qu'en effet, ils sont soulagés de leur rumination dépressive à la suite, quelques jours après l'exposition au méopa en réalité. Et ça collait bien finalement avec les résultats qu'on a obtenus en IRM fonctionnel en fait. Alors chez le sujet âgé plus spécifiquement, en fait je crois qu'il y a vraiment un intérêt chez le sujet âgé particulièrement,
Du fait d'abord de, vous savez, la deuxième cause, la première c'est l'inobservance, mais la deuxième cause c'est de résistance aux antidépresseurs dans la dépression du sujet âgé, c'est les posologies, qui sont souvent trop faibles, probablement et souvent du fait des insuffisances d'organes, insuffisance rénale et hépatique par exemple. Mais ça c'est le premier avantage du méopa, c'est que le métabolisme est uniquement pulmonaire. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez une insuffisance rénale ou hépatique, il n'y a pas de contre-indication, au contraire, c'est plutôt une bonne indication. Sauf évidemment insuffisance pulmonaire. S'il y a une insuffisance pulmonaire, si votre patient est sous oxygène à demeure, c'est une contre-indication. On a aussi, vous savez, la notion que dans la dépression du sujet âgé, il y a des facteurs de résistance assez spécifiques en termes de lésions cérébrovasculaires. Eh bien, comme je vous le disais, peut-être que l'effet vasodilatateur peut permettre de favoriser la dilatation de la barrière hémato-encéphalique, qui est un argument pour un effet plus efficace chez ces patients avec des lésions cérébrovasculaires, ce qui est une hypothèse à ce stade, mais qui est en fait partagée par des collègues canadiens. Pour tout vous dire, on travaille sur ce sujet avec des collègues canadiens. Alors, les avantages, c'est que ça a une efficacité rapide, ça c'est assez clair, que je vous le disais, le profil pharmacologique est plutôt favorable chez le sujet âgé, qu'on connaît déjà le méopa depuis un certain temps, depuis quelques dizaines d'années. On sait quels sont ses avantages et ses inconvénients, y compris chez le sujet âgé, y compris chez le sujet avec des troubles neurocognitifs. On sait que c'est utilisé dans certains centres gériatriques. Que c'est facilement disponible à l'hôpital et en ambulatoire sous certaines conditions. En revanche, les inconvénients, est-ce que l'on sait encore un peu moins, c'est est-ce que l'efficacité est prolongée. Là, les essais, on a des données jusqu'à 2 semaines, mais dans pas mal de nos suivis, on a des essais à plusieurs mois, voire plusieurs années, avec certains de patients que j'ai pu suivre encore régulièrement, qui sont encore soulagés après une exposition ou plusieurs répétées parfois après quelques mois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on sait encore mal ici, c'est quel est le protocole idéal, c'est-à-dire est-ce que finalement il faut répéter les expositions. Est-ce que des doses plus faibles qu'une heure suffisent, des durées plus faibles qu'une heure suffisent, 40 minutes par exemple? Est-ce que ça peut suffire? C'est ce qu'on fait maintenant assez typiquement, mais ça c'est encore mal caractérisé. Les effets secondaires, le risque de mésusage. Alors en fait, la NSM est très vigilante sur cet aspect-là, mais en réalité pas tant pour les patients que pour les soignants, pour être honnête. C'est-à-dire que la bouteille de méopa qui traîne un peu dans le service, bon, ça peut être tentant. Et donc, en effet, il y a des stratégies qui ont été développées par Air Liquide, on pourra en parler, mais c'est plutôt l'alerte vient de là, en fait. Et puis, en termes d'effets secondaires, il y a aussi un effet secondaire que vous connaissez peut-être, les carences en vitamine B12, qui sont en fait des cas rapportés, mais qui concernent principalement le mésusage, justement, mais là, qui est fait plutôt par les personnes, les jeunes plutôt, qui l'utilisent à usage récréatif, et surtout le N2O pur, du 100%. On n'est pas sur du méopa, c'est vraiment du 100%. Vous savez, dans les capsules d'oxygène, là. Et ça, oui, ça évidemment, c'est absolument interdit, et il ne faut absolument pas le faire, évidemment, puisque, en particulier, d'ailleurs, on peut s'asphyxier d'abord, on peut s'asphyxier vraiment, et ensuite, on peut avoir des conséquences neurologiques très sévères. Alors pour terminer très vite, vous dire qu'on a quelques études en cours spécifiquement chez la personne âgée. Avec cette première étude, alors on a donc fait la dépression du sujet jeune. Là, on est en train de faire, on a terminé, on fait la dépression du sujet âgé non dément, 24 ou plus de MMS, qui est sur le point d'être terminé. Il nous reste 11, je crois, patients à inclure sur 60, donc avec nos amis nantais et rennais que je remercie au passage s'ils sont dans la salle, j'en vois au moins un là-bas, qui m'écoute pas, mais c'est pas grave. Merci. Il a entendu quand même. Et donc ça sera la première étude spécifique chez la personne âgée. Donc on a hâte de voir les résultats, et j'espère pouvoir vous présenter les résultats l'année prochaine. Probablement on aura terminé les inclusions au moins. Un essai randomisé avec un suivi à 2 semaines. Une autre étude chez, cette fois-ci, donc la personne âgée avec un trouble neurocognitif en EHPAD. Voilà. Et là, il me semble que c'est vraiment, commence à avoir une utilisation en soins courants aussi dans cette indication-là. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire, je pense. Et vous voyez, un essai un peu plus important qui va commencer, on a prévu la mise en place à la fin du mois, là. Donc à peu près 100 patients, et avec un suivi plus long, vous voyez, jusqu'à 8 semaines.
et surtout une escalade de dose. C'est-à-dire qu'on va faire 20 minutes, semaine suivante 40 minutes, et puis enfin 60 minutes. On aura une idée de l'effet de ce produit dans la dépression et aussi dans les symptômes neuropsychiatriques des troubles cognitifs en fait. Aux urgences, on va commencer l'essai randomisé là en septembre dans l'indication de la crise suicidaire aux urgences. Ça, je pense que c'est une bonne indication aussi. Enfin, on va essayer de le confirmer, puisque d'abord le Méopa est disponible aux urgences assez facilement en fait. Hein. Et puis sur les ruminations, évidemment, on voit bien la logique. Et puis chez les souris, avec l'équipe INSERM, on a commencé à regarder ce qui se passait dans le cerveau des souris aussi sous Méopa. Voilà, je conclus pour vous dire que les données sont encore préliminaires malgré tout, qu'il reste encore des choses à connaître en termes d'efficacité, surtout sur le protocole d'utilisation, la durée de l'efficacité et le profil de patients répondeurs notamment. Sur la durée d'efficacité, on a commencé à faire une cohorte en fait, de soins courants. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, parce qu'on a proposé notamment à nos collègues angevins, les Lillois sont un peu partants aussi. Voilà, on commence à faire une cohorte aussi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. L'avantage, c'est que le Méopa est déjà disponible dans la plupart des services d'hospitalisation, ou facilement disponible, avec une utilisation qui est théoriquement possible en soins courants. Alors ça reste encore de l'utilisation basée sur une littérature assez pauvre, donc vous engagez votre responsabilité en termes de... Enfin, quand vous êtes prescripteur en fait. Hein. Donc il faut le faire avec prudence et certainement, voilà, même si évidemment en tant que psychiatre de la personne âgée et gériatre d'ailleurs aussi, la moitié des prescriptions sont certainement hors AMM dans tous les cas. Et on est beaucoup moins prudent que dans ce genre de situation. Mais voilà, c'est évidemment avec toute la prudence qu'il faut. Théoriquement, c'est possible d'utiliser sous réserve d'engager votre propre responsabilité quand même. C'est probablement un produit qui est particulièrement adapté à la personne âgée pour toutes les raisons. Le risque de mésusage est là. Et puis, donc, je vous le disais, les études en cours. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez. Je vous remets l'adresse ici. Voilà. Et un petit peu de promotion de la ville. Voilà, c'est parti. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir tenu les temps. Ah ouais, très bien. J'ai de la chance là sur. Je suis pas obligée de faire le gendarme, c'est parfait. Bon, donc on va continuer. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi je suis le docteur Astrid Murat, je suis psychiatre au CHS de la Chartreuse à Dijon. Je retrouve la communication par contre. Donc je suis chef de service de gérontopsychiatrie et je vais vous présenter en fait le dispositif unité psychiatrie de la personne âgée qui a été mis en place sur notre EHPAD au sein de notre établissement. Alors, excusez-moi. S'il veut bien s'ouvrir, voilà. Non ? C'est bon. Alors. Donc déjà, je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt. En fait, je vais vous expliquer. Notre EHPAD, elle existe depuis 1995. C'est une EHPAD, en fait, qu'on pourrait dénommer classique dans un établissement de santé mentale. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'avait pas vocation à prendre en charge des patients issus de nos services de psychiatrie de façon spécifique. Donc, plutôt des patients en profil gériatrique. Et donc, en fait, vous verrez qu'on parle d'unité de psychiatrie de personnes âgées, mais qu'on est presque sur une transformation un peu de notre EHPAD, sur une EHPAD un peu psychiatrique. C'est une EHPAD qui a 75 résidents qui sont répartis sur 2 unités. On a 42 lits actuellement du SLD, 33 lits en EHPAD, et on a 25 chambres doubles, 25 chambres seules réparties sur 2 étages. C'est assez important puisque ça pose des problèmes un petit peu architecturaux. C'est une structure qui est ouverte, hein, elle n'est pas fermée. Je vais aller trop vite. Alors, le projet il a été déposé à l'ARS en 2021, en fait, partant de plusieurs constats, celui de l'établissement, celui du GHT, du PTSM. C'est que de plus en plus de patients qui ont des troubles psychiatriques envahissants ont besoin de placements, mais du fait de leurs troubles, ces placements en fait, sont rendus parfois impossibles, ou en tout cas sont vraiment très tardifs.
et prolonge en fait les durées de séjour dans nos services d'hospitalisation d'entrée qui sont finalement peu adaptés à cette population, puisqu'au bout d'un moment, on considère qu'ils sont stabilisés dans leurs troubles et ils vont avoir affaire à des patients qui arrivent, eux, en crise, en soins sans consentement, qui ont besoin parfois d'isolement, de contention, donc qui peuvent être plus violents parfois qu'eux-mêmes. Et donc voilà, ça peut majorer également leurs troubles. Et l'autre élément qui est arrivé, c'est que nous, dans notre EHPAD, bien qu'on soit dans un établissement de santé mentale, la plupart de l'équipe en fait infirmière, aide-soignante, n'est pas issue non plus de nos services de psychiatrie, et donc est apparu le besoin effectivement de formation spécifique pour avoir une connaissance plus approfondie de la pathologie psychiatrique. Alors, ce projet, c'est la reconnaissance sur nos 33 lits d'EHPAD de 16 lits en UPPA. 16 lits, mais en fait qui sont répartis, fléchés sur les 2 étages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait une unité spécifique. C'est un choix. Déjà, du fait de l'architecture, on est assez coincé. Et ensuite, ça aurait été assez stigmatisant pour ces patients. Je vous ai mis alors le projet qui a été présenté. Bien sûr, s'appuie sur une équipe qui était déjà en place, l'existant. Donc, nous, on a la chance d'avoir 2 gériatres qui sont les médecins en fait de nos résidents. Donc ça facilite énormément les échanges, puisqu'on n'a pas une multiplication de médecins généralistes. Alors bien évidemment, on peut se poser la question du libre choix, mais voilà, c'est un des préalables. On a demandé pour cette UPPA une création de plusieurs postes, donc 0,3 ETP de psychologue, qui a été pris en charge par la psychologue qui était déjà là, donc qui maintenant est à mi-temps sur l'EHPAD. On a 0,5 équivalent temps plein d'une infirmière de coordination qui est à la fois sur l'EHPAD et qui son autre temps est complété à 0,5 sur le service de gérontopsychiatrie, ce qui permet également de faciliter les liens entre l'intra, entre l'EHPAD et éventuellement avec les unités extra-hospitalières. La provenance des patients, essentiellement des services de psychiatrie, qu'ils soient ceux de notre établissement, ceux du CHU de Dijon, ceux du CH de Semur. On a également des patients qui peuvent venir du CMP ou de structures médico-sociales autres telles que les femmes et éventuellement d'autres EHPAD lorsque le placement devient compliqué. L'admission, elle se fait, on remplit un dossier par via trajectoire. On a notre infirmière de coordination généralement qui étudie ce dossier, essaye en amont de récupérer des informations. Il y a une commission d'admission et les gériatres, à partir du moment où les patients sont mis sur la liste d'attente, vont recevoir les patients. L'admission, elle se fait toujours en concertation bien évidemment avec le patient, avec sa famille s'il en a et avec les représentants légaux. On a un critère qui est fixé, un critère d'âge limite fixé à 55 ans. Puisque on a parfois certains patients pour lesquels c'est très difficile d'envisager d'autres structures. Alors pour faire un petit bilan à 3 ans, et après je vous ferai 2 petites vignettes cliniques pour vous montrer 2 patients qui sont assez représentatifs de cette unité. On a eu une grosse problématique, ça a été la problématique du recrutement de psychiatres. Voilà, 0,2 ETP, c'est pas facile. Donc moi j'y donnais à un moment, j'y allais tous les 15 jours, et puis finalement, en concertation avec notre administration, on a trouvé une solution, donc on y va avec ma collègue, qui intervient aussi sur le service de gérontopsychiatrie, on est 2 psychiatres, et donc on va une demi-journée chacune. Moi j'y vais le lundi, et mon autre collègue va le mercredi, ce qui permet en fait d'avoir un étalage sur la semaine si jamais il y a eu des soucis. Les points forts, c'est qu'on est dans l'hôpital quand même, donc résultat, quand il y a des décompensations, on peut soit essayer d'intervenir quand même en urgence pour éviter l'hospitalisation. Parfois, l'hospitalisation est inévitable, mais ça facilite l'hospitalisation du patient. Ça permet aussi les échanges étroits avec nos collègues gériatres par téléphone, par mail, parce que des fois, on n'a pas la possibilité de se déplacer. Mais résultat, on peut faire des petites adaptations. L'autre élément aussi, c'est que l'ensemble de l'équipe peut bénéficier des formations qui sont proposées aux autres membres du personnel de l'établissement. Donc, toutes les formations sur la gestion de la violence, sur les troubles psychiatriques pour les nouveaux arrivants. Il peut y avoir aussi des stages terrain croisés. On essaye aussi de faire accéder aux formations universitaires, et notre infirmière de coordination fait actuellement le DU de psychiatrie de la personne âgée de Lyon. Et on a également des IPA
qui viennent faire des formations au sein de l'EHPAD. Du fait qu'avec ma collègue, on intervient depuis maintenant 1 an, on a réussi à mettre en place, depuis le début d'année, véritablement des synthèses avec l'équipe. Donc on se réunit en général 1 fois par mois chacune à un des étages, et puis le mois d'après, on change d'étage pour l'ensemble de ces personnes, parce qu'en fait, ça peut paraître beaucoup pour 16 lits, mais en fait, il faut savoir que l'ensemble de la population de l'EHPAD bénéficie finalement des postes qui ont été fournis en supplément, puisqu'actuellement, notre EHPAD, elle reçoit 75% de patients issus de nos services de psychiatrie. Donc effectivement, nos collègues gériatres, ça fait un changement aussi pour nos collègues gériatres, pour les infirmiers, de passer d'une population plus gériatrique à une population plus psychiatrique qui parfois a moins de dépendance physique, mais beaucoup de dépendance psychique, qui est parfois mal reconnue. L'élément, c'est aussi qu'on a souvent une population qui rajeunit par rapport à ce qu'elle était avant. Donc vous avez vu, on a mis un âge limite à 55 ans, et on va dire qu'on était vers un âge moyen de 79 ans, et on commence à arriver à un âge de 74 ans, et on pense que ça va faire que diminuer, chaque année ça diminue. Pour finir, je vais vous présenter donc les 2 cas cliniques. Alors il y aurait beaucoup à dire, et je pense que je vais vous faire peur en citant un petit peu les traitements. Donc on a Madame T, c'est une patiente âgée de 65 ans qui souffre en fait de psychose dysthymique, qui a fait des antécédents d'intoxication médicamenteuse volontaire, HTA, BPCO. Elle a fumé, elle a un anévrisme sylvien gauche qui a été embolisé en 2018, hypothyroïdie, embolie pulmonaire en 2019. Elle a été très, très souvent hospitalisée depuis 1993, quand on remonte. Il y a quasi des séjours ou des passages, en fait, très brefs, tous les ans. Elle a été admise à dans une EHPAD en 2021, mais une EHPAD qui était dans un milieu rural de la Côte d'Or. Et déjà, en fait, elle a eu un premier séjour de rupture en décembre 2021, à janvier 2022, pour des troubles du comportement assez sévères. C'est une dame qui peut très vite avoir des états mixtes, s'effondrer en larmes, devenir très exaltée, et acter aussi beaucoup de violence. Et puis en fait, ça a fini par une hospitalisation très longue, de 2022 à 2023, en service fermé, où on a très régulièrement été obligé de l'isoler et de la contenir du fait des problèmes de comportement. Et il y a eu beaucoup de modifications de son traitement tout au long de son séjour. Elle a été admise en février 2023 à l'UPPA avec son accord, c'est-à-dire que régulièrement, on l'a amenée visiter l'EHPAD, on a monté le projet avec elle. Elle a eu donc de nombreux traitements, dont avant son admission à l'UPPA, elle avait 4 traitements associés de neuroleptiques. Alors pour les citer, le Leponex, le Clopixol, le Nosinant, le Loxapac, associé avec un peu de Dépacote. Voilà, pour citer que ceux sur le plan psychiatrique. Il y a eu une nouvelle dégradation quand même de son état. Alors dans un premier temps physique, sur une infection urinaire, où il a été avec une déshydratation massive, il a fallu l'hydrater, mais elle était hydratée dans le bureau de la cadre de santé sous haute surveillance, parce qu'en fait il y avait des moments où elle était complètement sédatée, confuse, et d'autres moments où elle était très agitée, très agressive, et elle manquait de tout arracher. On a vraiment cru, et on a même prévenu la famille qu'il y avait un risque vital à ce moment-là. Finalement, elle a bien récupéré, sauf que très vite, sur le plan psychique, l'état s'est complètement dégradé. Avec une nuit où elle n'a plus dormi, elle a réveillé les 74 autres résidents, avec intervention de notre interne qui est très, très embêtée parce qu'elle ne savait plus quoi faire au niveau du traitement. Et donc on a décidé de la faire hospitaliser et d'essayer de réadapter son traitement. Donc on va dire maintenant on n'a plus 4 neuroleptiques, on en a 3. C'est pas formidable, mais c'est mieux. On a dosé aussi son Leponex qu'on a pu baisser puisqu'il était en fait à un dosage déclaré même toxique. Donc voilà, on a essayé d'alléger. Là, actuellement, elle va mieux, elle a réintégré l'EHPAD. Elle bénéficie aussi d'une prise en charge en hôpital de jour, parce qu'on a la spécificité d'avoir aussi un hôpital de jour sur notre hôpital. Voilà, on a un peu cette chance. Et donc, elle vient 1 fois par semaine et elle profite en fait vraiment de cet hôpital de jour, avec des moments parfois où elle est énervée, mais elle arrive quand même à en parler actuellement. Voilà, pour Madame T. Et puis, on a Monsieur F. Monsieur F, il a 73 ans. C'est un patient qui souffre de schizophrénie paranoïde, quasi pareil, on le connaît depuis le début des années 90.
Il a des antécédents de tabagisme, d'insuffisance veineuse, de prostatite aiguë. Il est suivi depuis de nombreuses années, donc je vous dis début des années 90, pour des grosses décompensations délirantes avec troubles du comportement, avec un maintien du traitement très compliqué au domicile, très souvent en fait des réhospitalisations sur arrêt. Monsieur qu'on a beaucoup connu donc dans notre service de gérontopsychiatrie, pour lequel il y a même eu tentative de mettre des injections retard, qu'il a généralement arrêté de la même façon en n'ouvrant plus sa porte et donc en rompant complètement le lien sur le plan thérapeutique. Et puis finalement, on va dire à un moment, il y a eu une petite stabilité de la situation, enfin de son état, avec la mise en place d'une infirmière à domicile qui a pu lui donner son traitement. Le problème, c'est que monsieur y vit avec aussi sa compagne, qui elle aussi souffre de troubles psychotiques, et l'état se dégrade énormément à domicile, puisqu'il y a aussi des problèmes d'incurie, de risque parfois de crainte de l'entourage qu'ils ne mettent le feu. On a travaillé en fait le projet au cours des différentes hospitalisations avec monsieur F d'une admission donc sur le PPA, avec sa tutrice également. Il était plus difficile de travailler avec la compagne parce qu'il y a eu des freins et des ambivalences de la part de la famille qui gère en fait la patiente, qui est également suivie à domicile. Et puis donc monsieur F, il a pu être admis à l'UPPA en mars 2024. L'admission s'est plutôt au départ bien passée, et malheureusement pour l'instant actuellement, depuis mai 2024, il est de nouveau hospitalisé. Alors bon, il va plutôt mieux, voilà, mais il a eu une grosse décompensation de nouveau délirante, avec, il est dans une chambre à 2 lits, que malheureusement nous avons donc des chambres à 2 lits, et à ce moment-là, en fait, dans son délire, il avait envie de tuer le voisin, enfin voilà, ou de l'embarquer ailleurs, donc bon. Là, ça a été un peu la limite et donc il a fallu l'hospitaliser. Mais là, de nouveau dans le service, il est quand même dans une chambre à 2 lits et ça se passe bien. Voilà, donc on a bon espoir aussi qu'il réintègre l'UPPA. Et le but, c'est que sa compagne puisse intégrer aussi l'EHPAD à terme parce qu'il y est très accroché. Il a été accompagné plusieurs fois pour voir sa compagne au cours de son bref séjour. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va rester un peu dans la même région puisqu'on va se déplacer jusqu'au Vinatier. C'est ça. Et nous allons parler de sagesse. Bonjour, je suis le docteur Gabriela Stéphane. J'interviens au pôle de psychiatrie du sujet âgé comme médecin psychiatre à Lyon. Et j'ai choisi de vous présenter un top chrono 10 minutes. L'utilisation thérapeutique de la sagesse dans la clinique du sujet âgé. Depuis des siècles, la sagesse a été définie à partir de plusieurs concepts philosophiques, socio-culturels, spirituels dans les traditions occidentales, ou bien surtout à partir de concepts spirituels dans les traditions orientales, souvent sous la forme de jugement, vertu, pragmatique, comportement sage ou dans l'objectif d'une bonne vie. Et ce n'est que depuis les années 70 que les scientifiques se sont intéressés à ce concept qui, initialement, ça leur a paru un peu flou, comme des concepts, par exemple, comme la conscience. Et dernièrement, ils ont défini la sagesse comme un trait de personnalité qui est unique et complexe, impliquant une intégration dynamique de plusieurs composantes. Ces composantes ont été aussi évaluées et ont fait aussi l'objet d'une échelle d'évaluation de gestes de ses collaborateurs de l'école de San Diego de Californie. Elles sont au nombre de 7, les attitudes et les comportements prosociaux, notamment l'empathie, l'altruisme, la compassion, la prise de décision sociale et la connaissance pragmatique de la vie, l'homéostasie émotionnelle, l'autoréflexion et la compréhension de soi, le relativisme des valeurs et la tolérance, la reconnaissance et la gestion efficace de l'incertitude, de l'ambiguïté et la spiritualité. Il existe des composantes de la sagesse qui sont plus élevées chez le sujet âgé, que vous connaissez peut-être notamment en termes de régulation émotionnelle et de bien-être émotionnel subjectif, mais également les comportements prosociaux, la prise de décision fondée sur l'expérience et la résolution de conflits, l'autoréflexion et la capacité à maintenir des liens positifs. Il existe 2 conceptualisations de la sagesse. Une sagesse générale qui la conceptualise d'un point de vue de la vie en général, du point de vue de l'observateur, et qui concerne des réflexions sur soi,
et qui est composé de plusieurs connaissances factuelles, procédurales et compétences de raisonnement, évaluées à l'aide des tests basés sur les performances, et une sagesse personnelle qui est liée à la vision de sa propre vie, du point de vue de la personne, et qui concerne des réflexions sur soi, avec des composantes de la personnalité évaluées à l'aide des questionnaires d'évaluation. Gest et ses collègues ont mis au point un modèle neurobiologique de la sagesse comme résultant d'une interaction entre la neurobiologie, le comportement et l'environnement, en sachant que le modèle antérieur de la sagesse de Grossman impliquait uniquement les composantes psychologiques, enfin plutôt que les composantes psychologiques. Donc, sur la base de ce modèle, les changements comportementaux peuvent influencer la neurobiologie et vice-versa, et les changements environnementaux peuvent également influencer la neurobiologie. Les circuits neuronaux de la sagesse ont été identifiés reposant sur un équilibre entre le cortex préfrontal et le striatum limbique, notamment l'amygdale, et le circuit de récompense, le striatum ventral et le noyau accumbens. Et par des études de neuroimagerie fonctionnelle, neuropathologie et d'autres études, des composantes individuelles de la sagesse ont pu être liées à des fonctionnements spécifiques du cerveau. La plupart des composants liés à la sagesse sont situés dans le cortex préfrontal. Alors, à la question, la sagesse augmente-t-elle avec l'âge? Traditionnellement, on avait tendance à dire oui, et en fait, elle peut augmenter avec l'âge, mais ce n'est pas systématique. La sagesse n'augmente pas avec l'âge, et cela s'explique par une neuroplasticité du vieillissement qui peut compenser des processus du vieillissement, mais jusqu'à une certaine limite, en sachant que les effets de l'âge sont plus importants dans la sagesse personnelle que dans la sagesse générale et sont dépendants également des crises psychosociales et de l'évolution cognitive de la personne. Donc l'intérêt de ce modèle pour la clinique, ça a été de s'intéresser à quel type d'intervention pourrait-on proposer pour accroître les composantes de la sagesse, en sachant qu'accroître la sagesse n'est pas la même chose qu'accroître les composantes de la sagesse. L'objectif étant de cibler ces composantes et d'améliorer des traits positifs de la sagesse. Il existe plusieurs interventions comme les pratiques méditatives. Donc, je vous cite uniquement les interventions pour lesquelles les études ont mis en place effectivement des résultats d'efficacité. Certaines de ces interventions ont montré une efficacité sur la sagesse globale et d'autres sur certaines composantes de la sagesse. On peut les regrouper sur des interventions visant l'amélioration de la prosocialité, de la régulation émotionnelle et de l'aspect cognitif, et également des interventions liées à augmenter, à favoriser l'autotranscendance, notamment induire et favoriser des émotions positives dites transcendantes qui sont la compassion, la gratitude, l'appréciation, l'inspiration. Et en 2011, Linden et ses collaborateurs ont élaboré également ce qu'ils ont appelé des thérapies de sagesse, qui consistent à un recadrage des expériences de vie négatives en adoptant des rôles et des perspectives différents en tenant compte des différents contextes et valeurs. Quelle est l'efficacité des interventions visant à améliorer les composantes de la sagesse? Telle est la question qu'ils se sont posées Lee et ses collaborateurs dans une méta-analyse de 2020. Et ils ont conclu que les interventions visant à améliorer les comportements prosociaux, la régulation émotionnelle et la spiritualité sont efficaces en particulier chez les personnes plus âgées, en sachant que la spiritualité est comprise dans le sens large et pas uniquement le sens religieux. Ces études ont montré, donc ils ont retenu en fait que les études de haute qualité et des essais cliniques randomisés. Et ces études ont montré une augmentation significative des niveaux de composantes de sagesse avec des tailles d'effets variables, sans différence entre les trois composantes. Les interventions variaient considérablement allant des TCC aux thérapies de groupe basées sur la pleine conscience et le conseil spirituel. Les interventions individuelles étaient plus efficaces pour la régulation émotionnelle que les interventions de groupe. Les interventions comportementales prosociales
menés chez des échantillons plus âgés ont eu des effets plus importants, notamment au niveau de la régulation émotionnelle. Et les personnes âgées ont fait preuve d'une plus grande empathie émotionnelle et d'un comportement altruiste malgré des déficits d'empathie cognitive. Il y a eu quand même quelques limitations de ces études. Il n'y a pas eu de différence entre la précision entre les composantes de la sagesse prises à part et l'amélioration globale de la sagesse. Les interventions visant à améliorer la spiritualité peuvent se heurter des définitions larges de la spiritualité, aussi au lien de la spiritualité avec les traits de personnalité et l'implication de nombreuses régions du cerveau, par exemple, comme notamment les pratiques méditatives l'ont montré, les études d'Antoine Lutz, par exemple. Les recherches n'ont pas inclus de déficit de composantes de sagesse, par exemple dans la démence frontotemporale, dans la personnalité antisociale ou dans certaines formes de déficit de cognition sociale. Les périodes de suivi étaient souvent courtes, il n'y a pas eu de résultats concernant l'efficacité à long terme des interventions. Les articles qui n'étaient pas en anglais ont été exclus, ce qui a peut-être limité et a exclu certaines recherches pertinentes. Il y a eu peu d'études qui ont utilisé des évaluations neurobiologiques pouvant donner des informations sur les liens de la sagesse avec les mécanismes cérébraux. Et la plupart des études ont utilisé des mesures d'auto-évaluation subjective. Donc l'intérêt d'utiliser ces interventions dans la pratique clinique résulte justement de ces corrélats de la sagesse qui ont été mis en évidence par de nombreuses études scientifiques, notamment avec le bien-être, avec la santé physique et mentale, la satisfaction à l'égard de la vie, le sentiment de maîtrise, la résilience, la régulation émotionnelle, les comportements prosociaux et la diminution des niveaux de solitude, de dépression et d'anxiété. Et aussi, ce que apporte la sagesse peut apporter également une valeur évolutive avec des avantages aussi sociétaux et individuels. Et certains auteurs, je ne m'avancerai pas jusque-là, je vous dis uniquement ce qu'ils suggèrent à l'avenir, que si on identifiait mieux les zones cérébrales qui sont liées au déficit de sagesse, on pourrait utiliser des thérapies biologiques pour cibler ces zones. Je pense que j'ai plus le temps là. Donc je voulais juste vous donner quelques exemples, un peu d'outils, c'est-à-dire qu'en dehors de thérapies structurées, on peut aussi avoir quelques outils thérapeutiques qu'on peut utiliser dans les entretiens courants avec le patient ou dans des thérapies, comme par exemple qui ont montré une augmentation des composantes de la sagesse, notamment en termes prosocial et régulation émotionnelle. Utiliser le langage à la troisième personne qui permet une autodistanciation, une décentration, et qui augmente aussi le processus d'autoréflexion. Favoriser les émotions positives transcendantes, la compassion, la gratitude, comme par exemple dans les programmes de méditation, et stratégies cognitives stimulantes, le discours intérieur à la troisième personne, ou bien des questions qu'on peut poser aux patients. Que ferait votre personnage sage préféré, ou Bouddha ou Jésus, chacun a le sien dans cette situation. Certains comme Levenson et ses collaborateurs, ont mis au point 6 pratiques de développement de l'autotranscendance qui ne nécessitent pas un contexte religieux en soi: la générosité, la patience, la autodiscipline, l'autorégulation, la méditation, la diminution de l'égocentrisme et des caractéristiques négatives de personnalité. Et puis, d'exemples d'outils d'entraînement à l'autoréflexion. Examiner les événements ou les situations sous différents angles, former le sujet à la réflexion de la vie. Un exemple, c'est Laidlaw, qui est un psychologue TCC en Angleterre, qui a mis au point cet outil de technique de chronologie qui consiste en fait à demander au patient sur la ligne de vie de mettre des événements significatifs de sa vie, et ensuite avec une série de questionnements, de questions socratiques, il va aider le patient à prendre des décisions difficiles, à encourager à accepter soi-même et la compassion, apprécier une appréciation réaliste dans le processus d'adaptation.
et aussi encourager le patient peut-être à réactualiser des ressources qu'il avait par le passé. Et enfin, les récits autobiographiques sont très très courants dans la pratique du sujet âgé, parce que souvent les sujets âgés nous parlent spontanément de morceaux de leur vie. Donc si on utilise les deux processus de raisonnement autobiographique au cours de ces récits, notamment la création de sens et la croissance personnelle, on peut aider le sujet à augmenter en sagesse. Donc en conclusion, la sagesse est propre à l'expérience humaine, et représente un trait de personnalité qui peut augmenter avec l'âge, est plutôt adaptative que fixe. Et la foi, même si elle est liée à la spiritualité, à l'intelligence, elle est complètement différente, et elle est associée à des résultats positifs, notamment en termes de bien-être physique, mental et de diminution des niveaux de solitude, de dépression et d'anxiété. Merci. Ouais, c'est court, 10 minutes. Hein. Ouais. Alors, on va changer l'ordre de passage de nos deux derniers intervenants, et donc on va faire un grand écart entre la sagesse et l'effet fauteuil. Merci. Bonjour, je suis Sandra Aboukassem, je suis psychiatre dans l'unité de psychiatrie de personnes âgées au centre hospitalier Guillaume Régnier, et je vous présente aujourd'hui une étude qu'on a fait avec nos collègues à Rennes, exactement. Et je vous présente aujourd'hui une étude qu'on a fait avec nos collègues de Saint-Avé qui recherche un effet fauteuil roulant. Plus précisément, un biais dans l'évaluation de la gravité de la dépression chez les personnes en situation de handicap physique en comparaison à des patients qui ne sont pas en handicap physique. Alors, comme vous le savez, les personnes en situation de handicap font face à des inégalités sociales et des inégalités en lien avec le système de santé. Malheureusement, les cliniciens contribuent à la discrimination et à la stigmatisation, et il y a beaucoup de préjugés cliniques et des biais cliniques qui ont été identifiés. En fait, la plupart des biais sont implicites, sont inconscients, mais il y a beaucoup de cliniciens qui préfèrent ne pas traiter des personnes en situation de handicap. Alors, les personnes âgées avec un handicap physique vont courir une double peine. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées que 50 ans qui disent qu'ils ont été, dans 20% des cas, face à des inégalités du système de santé. La douleur n'est pas traitée de manière similaire chez les personnes âgées et les personnes jeunes, et les idées suicidaires ne sont pas prises au sérieux au-delà de 85 ans, ne sont pas pris en charge, alors qu'on sait que le passage à l'acte chez les personnes âgées est plus grand, c'est-à-dire le taux de succès d'une tentative de suicide est plus grand chez les personnes âgées que chez les personnes jeunes. Alors, l'apparence physique, je crois que le PowerPoint est un peu décalé. Bon, l'apparence physique peut aider dans notre pratique comme psychiatre, mais ça peut aussi être source de stigmatisation, et donc il peut y avoir une atteinte à la fiabilité de l'évaluation de la gravité de maladies mentales. Il y a eu une seule étude qui a regardé ça, l'étude qui a parlé d'un syndrome de pyjama bleu. Donc ils ont trouvé que les psychiatres évaluant des personnes déprimées, oui, ce sont les psychiatres eux-mêmes dans ces photos, qui ont évalué donc des personnes déprimées en vêtements normaux versus en pyjama bleu, vont surestimer la gravité de la dépression si les personnes sont en pyjama bleu. Alors, est-ce qu'il y a un effet fauteuil roulant? Donc, est-ce qu'il y a un effet similaire pour les personnes en handicap physique? On n'a pas trouvé d'études qui évaluaient ceci, et donc on a voulu tester cet effet fauteuil roulant, et on a utilisé pour cela deux groupes de personnes âgées déprimées qui ont été évaluées pour le premier groupe assis en fauteuil et pour le second groupe assis en fauteuil roulant. Donc c'est une étude randomisée qui a été faite sur deux centres, Guillaume Régnier et Saint-Avé. Donc le psychiatre traitant
évalué le PHQ-9 et donc il fallait qu'il y avait un minimum de symptômes dépressifs, donc un PHQ-9 supérieur ou égal à 5 et une bonne compréhension des consignes et donc un MMSE inférieur à 18. Les patients ont été randomisés dans un groupe fauteuil roulant ou fauteuil classique et la randomisation a été stratifiée par site. Et puis, il y a eu un second entretien où on a pu filmer une vidéo de 5 minutes pour que les psychiatres puissent regarder cette vidéo par la suite et évaluer la gravité de la dépression sur la CGI, Clinical Global Impression. C'est une échelle pour évaluer la gravité de la dépression. Donc, on a inclus les patients qui étaient soit hospitalisés, soit en ambulatoire, âgés de plus de 65 ans, donc comme je vous ai dit, avec PHQ-9 plus ou égal à 5, et qui pouvaient comprendre le protocole. On a exclu les personnes qui avaient un handicap à la marche, parce qu'on ne voulait pas que ça soit quelque chose qui biaise. Donc c'était des personnes qui faisaient semblant d'être assis sur un fauteuil roulant sans qu'ils aient eux-mêmes un handicap à la marche. Et on a exclu aussi le diagnostic de schizophrénie ou d'autres maladies neurologiques. Donc, la gravité des symptômes dépressifs a été évaluée par des psychiatres en aveugle, c'est-à-dire les psychiatres ne savaient pas l'objectif de l'étude. On leur a dit que l'étude avait pour objectif de déterminer la fiabilité de l'ICGI dans l'évaluation de la gravité de la dépression. Et 100 vidéos ont été réparties entre 10 psychiatres. Donc l'échelle CGI, ça évalue la sévérité de la dépression sur une échelle allant de 1 à 7. Et ceci, donc l'ICGI spécifiquement évalue la dépression par visionnage de vidéos avec des entretiens semi-structurés pour pouvoir déterminer les symptômes de la dépression. Donc le fauteuil roulant venait d'un lot de 2, c'était les fauteuils roulants de l'hôpital, et puis les vidéos étaient faites de manière à visionner et le fauteuil et le patient. Alors pour que les psychiatres ne devinent pas l'objectif de l'étude, il y a eu un nombre déséquilibré de vidéos en fauteuil roulant versus fauteuil classique pour les psychiatres. Donc en général, il y avait donc chaque psychiatre, il y avait 10 psychiatres, chaque psychiatre voyait 10 vidéos. Il ne voyait pas les mêmes vidéos, donc une vidéo par psychiatre. Et le psychiatre va aller voir soit 3 personnes en fauteuil roulant et 7 personnes en fauteuil classique, soit l'inverse, 3 personnes en fauteuil classique et 7 personnes en fauteuil roulant. Donc, on a pu inclure 14 patients de Saint-Avé, 86 de Guillaume Régnier. Au total, 100 qui ont été randomisés entre 2 groupes, 50 filmés en fauteuil roulant et 50 filmés en fauteuil classique. Et voici les résultats. Donc, en termes d'âge et de sexe, il n'y a pas vraiment de différence. Et comme c'était randomisé en termes de score de PHQ-9, il n'y avait pas de différence. Alors, par rapport à l'outcome measure, donc le ICGI, la différence n'était pas significative, mais comme vous voyez, un peu contrairement à ce qu'on a deviné, les moyennes étaient plus hautes dans le groupe fauteuil classique, ce qui ne veut rien dire parce que ce n'est pas statistiquement significatif. Mais voilà. On a fait une analyse de sensitivité où on a pris un modèle mixte. Donc dans le modèle mixte, la condition, c'est-à-dire fauteuil classique ou fauteuil roulant, était prise avec le site de recrutement comme effet fixe et le psychiatre évaluateur comme effet aléatoire. C'est pour un peu prendre en compte la covariance des pratiques différentes des psychiatres. Mais il n'y a pas eu de différence non plus. On a demandé aux psychiatres s'ils avaient deviné l'objectif de l'étude, parce qu'en fait, l'étude initiale, Pyjama Bleu, était faite à Guillaume Régnier aussi, donc on s'était dit peut-être ils ont deviné, mais finalement pas. Donc en gros, on a fait une étude bicentrique pour tester le biais cognitif, un biais cognitif dans l'évaluation de la gravité de la dépression chez les personnes avec handicap physique versus sans handicap physique. Notre hypothèse initiale était qu'il y a un effet fauteuil roulant. Heureusement qu'il n'y en a pas. Alors,
par contre, on a un peu réfléchi pourquoi est-ce qu'il y a eu un effet pyjama bleu mais pas un effet fauteuil roulant. Alors la première raison, c'est que un pyjama bleu en général dans un hôpital psychiatrique veut dire risque suicidaire élevé ou risque de fugue élevé, ce qui sous-entend dépression plus sévère. Alors que le fauteuil roulant est associé à un handicap qui pourrait mettre la personne à risque de discrimination ou de difficultés qui peuvent engendrer de la dépression, mais ce n'est pas exactement synonyme de dépression grave. La deuxième hypothèse qu'on a émise, c'est que l'handicap est inhérent au stéréotype de vieillesse. Donc en fait, un stéréotype en plus n'a pas beaucoup changé la vision, et puis n'a pas engendré un biais supplémentaire. Donc il se peut qu'il y ait malheureusement une normalisation du fauteuil roulant chez les personnes âgées, ce qui pourrait expliquer nos résultats et qui pourrait signifier que en termes de généralisabilité, c'est pas top. Donc faudra peut-être regarder la même chose mais chez des personnes jeunes. La troisième explication, c'est que il se peut que les symptômes dépressifs ont été minimisés chez les personnes en situation de handicap en les attribuant à l'handicap. Donc on sait déjà qu'il y a une sous-détection de la dépression chez les personnes avec handicap physique, donc ça pourrait rentrer dans ça. Donc en conclusion, il n'y a pas d'effet fauteuil roulant et des études incluant des sujets plus jeunes pourront peut-être clarifier les choses et augmenter la généralisabilité de ces résultats. Merci.